et durant lequel nous aurons l'occasion de parcourir les nouveautés dans le dossier compliqué des attestations fiscales de garde d'enfants. Alors, vous le savez peut-être, l'année dernière, nous avons pu obtenir un report de la part du SPF Économie, un report sur le dépôt des attestations électroniques, puisque c'est donc, sans dévoiler le contenu du webinaire, c'est une des grandes nouveautés des attestations de frais de garde, dans un dépôt électronique. Ce dépôt devra donc se faire de manière électronique et on sera obligé de le faire cette année-ci. Il n'y a plus de possibilité de faire autrement. Donc, durant ce webinaire qui va se dérouler en 2 temps, nous allons vous expliquer le cadre juridico-administratif dans un premier temps avec Oriane. Second temps, Scolares nous présentera le développement de Proeco sur la question. Alors, si vous avez des questions, parce qu'il y en aura certainement, vous n'hésitez pas à les poser via le chat, puisque vous avez remarqué que vos micros sont coupés. Donc, il est difficile de pouvoir converser à 200 personnes. Donc, merci de poser vos questions dans le chat. Nous reprendrons les questions. Soit nous pourrons y répondre en direct, soit nous les compilerons dans une FAQ que nous vous transmettrons par la suite. Le webinaire étant enregistré, nous vous le transmettrons également. Et bien sûr, le PowerPoint vous parviendra également. Bon, je vais laisser directement la parole à mes 2 collègues parce que je pense que vous avez pas mal de choses à découvrir aujourd'hui et on se revoit tout de suite. Oriane, je te cède la parole. Merci Laurent. Bonjour à tous. Donc, Oriane Renaud du service juridico-administratif au Fondamental. Et on va donc démarrer de suite. Alors, excusez-moi, mais mon PowerPoint n'avançait plus. Donc, au menu, comme Laurent vous l'a dit, une première partie juridico-administrative. Vous voyez qu'on va aborder différentes choses génériques. Et puis des cas particuliers, quelques questions qui nous sont déjà remontées. Il y en aura sans doute d'autres, comme Laurent vous l'a dit, vous mettrez dans le chat si vous avez des questions auxquelles on ne répond pas. Et puis la deuxième partie qui sera concrètement comment faire dans Proeco. Alors, au niveau donc du contexte, finalement, de quoi parle-t-on quand on parle de ces attestations fiscales de garde d'enfants? Vous savez que des parents peuvent obtenir une déduction fiscale pour les frais qu'ils ont engagés en raison de la garde d'enfants. Alors, qu'est-ce que c'est cette garde d'enfants? Ça peut être un stage pendant les vacances, ça peut être un camp de mouvement de jeunesse, mais ça peut aussi être l'accueil extrascolaire, les éventuels frais du temps de midi dans une école, une facture à la crèche. Donc, tous des frais que les parents exposent parce que, comme ils travaillent, ils ne peuvent pas s'occuper de leur enfant. Pour que cette déduction soit possible, les opérateurs d'accueil doivent fournir une attestation de garde d'enfant selon un modèle bien défini. C'est la fameuse attestation 281-86 dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors, concrètement maintenant, qu'est-ce qui a changé, par rapport à avant? Eh bien, jusqu'auparavant, en tant qu'opérateur d'accueil, on donnait une attestation papier et les parents introduisaient les montants dans leur déclaration fiscale. Dorénavant, Laurent vous l'a dit, les opérateurs d'accueil doivent rentrer une déclaration électronique directement au SPF Finance. En plus de donner l'attestation papier, j'y reviendrai, mais donc on continuera à donner une attestation papier. Et pour pouvoir faire ces déclarations électroniques, ça nécessite de récupérer des données auprès des parents que jusqu'ici, vous n'en aviez pas spécialement besoin pour faire votre attestation. Autre nouveauté, c'est qu'il sera parfois nécessaire de faire 2 attestations pour le même enfant, alors que jusqu'ici, on disait toujours une seule attestation par enfant. J'y reviens par la suite pour vous expliquer dans quel cas il y aura 2 attestations. Alors la réforme, elle date déjà. En principe, Laurent vous l'a dit, en principe, ces nouvelles règles, elles étaient déjà applicables pour les attestations 2022 que vous avez générées au tout début de l'année civile 2023.
En raison des difficultés d'implémentation, le CEGEC avait négocié et obtenu cette dérogation pour toutes nos écoles, mais désormais, on est bien au clair, il sera obligatoire pour toutes les écoles de déposer la version électronique des attestations 2023 que vous allez donc générer au début de l'année 2024. C'est une obligation qui s'impose à toutes les écoles qui facturent des frais de garde, c'est-à-dire de l'accueil extrascolaire le matin ou le soir, une étude, des frais de surveillance sur le temps de midi, une éventuelle participation aux frais si vous faites un accueil lors des journées pédagogiques et que vous facturez quelque chose aux parents pour ces journées-là. Tout ça va rentrer dans ce qu'on appelle les frais de garde. Alors, qui est concerné par cette obligation? Qui est donc un organisme de garde? Pour les écoles, il n'est pas obligatoire d'être un opérateur d'accueil agréé au sens du décret ATL de l'ONE. Toute école qui facture aux parents des frais liés à la garde des enfants est tenue de délivrer l'attestation. Et ce n'est pas à la demande des parents. C'est une obligation de l'école de fournir l'attestation. Alors, les bases légales, je ne vais pas y passer des heures, ne vous inquiétez pas. Juste vous dire que ça vient du code des impôts sur les revenus et d'un arrêté royal d'exécution de ce fameux code. On est donc bien dans de la législation fédérale et pas au niveau de la communauté française. Et puis vous voyez qu'il y a une circulaire. Alors, ce n'est pas une circulaire de l'enseignement, ça ne se trouve pas sur enseignement.be. On est donc sur une circulaire du SPF Finance. Et en fait, cette circulaire, c'est une énorme foire aux questions, assez détaillée, très détaillée. Même si ce n'est pas toujours clair, il y a quand même beaucoup de réponses qui peuvent être intéressantes. Donc, si parfois vous avez des questions pointues sur l'une ou l'autre chose, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cette circulaire parce qu'il y a vraiment une cinquantaine de questions bien précises. Des notions donc incontournables pour pouvoir comprendre la matière, c'est d'abord la notion de débiteur de frais. Le débiteur de frais, en gros, c'est la personne au nom de qui on va rédiger l'attestation. Alors, le débiteur de frais, c'est la personne à qui incombent normalement les frais de garde et qui les paye ou les supporte. En tant qu'école, vous n'êtes pas tenu de vérifier si ce débiteur de frais a réellement payé les frais de garde lui-même. Les dépenses auraient pu être payées par un tiers qui a agi au nom et entre guillemets au profit de ce débiteur. Exemple, vous avez un grand-parent qui paye les factures scolaires pour soulager son fils ou sa fille financièrement. Dans un tel cas, même si l'opération matérielle de paiement a été effectuée par quelqu'un d'autre, l'attestation sera bien faite au nom du parent qui est renseigné comme étant le débiteur de frais. Autre notion, celle-là, on l'utilisait déjà, c'était souvent celle qu'on utilisait d'ailleurs, on demandait aux gens, mais qui est le responsable fiscal? C'était le terme qu'on utilisait pour savoir au nom de quels parents on faisait l'attestation. Alors, la question quand on dit qui est le responsable fiscal, en fait, derrière, on se demande mais qui peut déduire les frais de garde? Alors, j'insiste très fort, ce n'est pas le travail de l'école d'aller chercher et vérifier qui des deux parents a le droit de déduire des frais ou pas. En fait, pour votre bonne information, si les parents sont imposés ensemble, en l'occurrence s'ils sont mariés, s'ils sont imposés ensemble, finalement, peu importe au nom de qui on rédige l'attestation, puisqu'au final, ça ira sur la même déclaration fiscale. Par contre, si les parents sont imposés séparément, eh bien, en principe, il est intéressant de savoir qui est le responsable fiscal. Et dans la majorité des cas, même si les parents sont séparés, il n'y a la plupart du temps qu'un seul responsable fiscal de l'enfant, c'est-à-dire une seule personne qui peut déduire les frais. Néanmoins, est arrivée une nouvelle notion, la notion de coparentalité fiscale, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir de rares cas où les deux parents
peuvent tous les 2 déduire des frais. C'est quand ils sont donc ce que j'appelle, enfin, c'est pas moi qui l'appelle, quand on est en cas de coparentalité fiscale. Alors, pour votre information, il faut 4 conditions. Les 2 parents sont séparés. Les 2 parents entretiennent l'enfant, c'est-à-dire, subviennent aux besoins de l'enfant. 3e condition, l'hébergement est égalitaire, soit sur base d'une décision judiciaire, soit sur base d'une convention qui a soit été passée à l'amiable, soit faite devant notaire et qui a ensuite été enregistrée ou alors homologuée par une décision judiciaire. Donc ça, c'est déjà une condition moins souvent remplie. Et enfin, aucun des 2 parents ne déduit des rentes alimentaires pour cet enfant. Donc ce n'est que quand ces 4 conditions sont cumulées qu'on est face à une coparentalité fiscale et qu'on a donc 2 responsables fiscaux. Mais je redis que ce n'est pas l'école qui doit s'inquiéter de savoir qui déduit. Maintenant, même en dehors de la coparentalité fiscale, en cas de séparation, il arrive que chaque parent contribue pour partie aux frais de garde. On aura 2 débiteurs de frais et on fera, si les parents le demandent, 2 attestations. L'exemple le plus fréquent, et c'est pour ça qu'effectivement, même s'il n'y a pas coparentalité fiscale, il y aura sans doute relativement souvent une demande de 2 attestations. Le cas le plus fréquent, je suis, la maman, je paye la moitié, donc nous sommes séparés, je paye la moitié, des frais de garde. C'est mon ex-conjoint qui est le responsable fiscal. On n'est pas en coparentalité, il y a que lui qui peut déduire. Mais moi, j'ai peut-être pas très envie qu'il déduise le total alors que c'est moi qui paye la moitié. Et donc, je vais faire la demande qu'il y ait 2 attestations, même si quelque part, celle qui me reviendra à moi, elle ne servira à rien, dans le sens que je ne pourrai pas déduire, mais ça permettra d'ajuster le montant que mon ex-conjoint, lui, pourra déduire. Alors, je redis et je re-redis, l'école ne doit donc pas vérifier si les 2 parents peuvent déduire ou pas. Si les parents demandent 2 attestations, l'école fournit 2 attestations. Mais attention, on ne fait pas un duplicata, une photocopie de l'attestation avec le montant total chez le papa et le montant total chez la maman. Ou sinon, il va y avoir trop de déductions. Donc, le principe prévu à la base par le texte légal et qui est le principe qu'a appliqué également Proeco, c'est de dire que de base, la répartition est de 50-50. Si les parents souhaitent une autre répartition, eh bien, ils devront le mentionner dans le document qu'ils vont vous compléter. Hein, il peut arriver, par exemple, que effectivement, c'est l'enfant qui est une semaine chez son papa, il va beaucoup en garderie. La semaine où il est chez sa maman, il y va peu. Beh, la contribution n'est pas de 50-50 et donc les attestations seront alors avec une autre euh, proportion. Ça, c'était la première nouveauté, le fait qu'il y ait 2 attestations possibles. La deuxième grande nouveauté, c'est cette fameuse déclaration électronique. Alors, c'est donc bien une obligation qui est imposée par le SPF Finance, c'est-à-dire le niveau fédéral. Il n'y a pas eu de concertation avec la communauté française. On a essayé via l'ONE de remonter. On a demandé à Caroline Désir, ministre de l'Enseignement, à Bénédicte Linard, ministre de la Petite Enfance, de réintervenir l'année passée en disant mais c'est une obligation qui ajoute effectivement du travail administratif à nos écoles, ça pose problème, mais elles n'ont pas été entendues. Le niveau fédéral a décidé qu'il voulait cette mesure-là et ne s'inquiète pas trop de comment elle va être implémentée. Donc effectivement, cette obligation, elle n'arrange entre guillemets personne. On a réussi à gagner une année, mais voilà, maintenant elle est là et il va falloir s'y faire. On a en tous les cas travaillé beaucoup avec, je pense que Proeco et Scolares ont beaucoup travaillé pour rendre les choses
les plus faciles possibles pour vous, même si on est bien conscient que ça restera du travail en plus. Ça, c'est inévitable. Donc, cette déclaration électronique, elle vient bien s'ajouter à l'attestation papier qui reste obligatoire. Et donc, il va falloir transmettre une déclaration électronique. Alors, le SPF Finance dit que son objectif principal, c'est la simplification administrative. On est d'accord que c'est de la simplification administrative pour le citoyen, puisque les montants vont arriver directement dans leur déclaration fiscale. Ils n'auront plus rien à encoder. Ce n'est évidemment pas une simplification administrative pour vous, les écoles, qui devez agir avant. L'autre objectif, c'est certainement, même s'il ne le claironne pas, un meilleur contrôle. Il y avait certainement des abus et des personnes qui déclaraient, qui rentraient des attestations des deux côtés. Dorénavant, ce ne sera plus possible. Alors, pour faire cette déclaration électronique, le SPF Finance a prévu 2 moyens différents. D'une part, un encodage manuel directement sur la plateforme du SPF Finance. Alors, on ne va pas vous suggérer ce système-là parce que ce système-là, il est faisable quand on a un petit nombre d'attestations à rentrer. Donc, ça serait éventuellement une solution pour une toute petite école qui a 20, 30, 40 élèves et qui en a peut-être 25 qui vont à la garderie. Mais pour les autres, non. C'est plutôt une solution qui convient pour les organisateurs de stages qui ont 10-15 enfants pendant une semaine. L'autre solution, c'est donc celle qui est proposée via Proeco, c'est d'aller déposer un fichier XML qui aura été préparé via Proeco avec toutes les données que vous aurez introduites. Le fichier va sortir tel qu'il doit être pour pouvoir après être déposé sur la plateforme au bon endroit. Alors, pour arriver à faire ce fichier électronique, j'ai juste vu passer une question à laquelle je réponds. Il y en a qui s'inquiètent, Proeco 4 pour le spécialisé. Nous avons contacté les écoles spécialisées en leur disant qu'on reviendrait vers elles avec une solution à part pour ces écoles qui sont toujours sur Proeco 4. Ne vous inquiétez pas, elles ne seront pas oubliées. Je reviens donc aux données à récolter. Je vous ai dit au tout début que pour faire cette déclaration électronique, on devait désormais disposer d'informations qui auparavant n'étaient pas nécessaires, mais qui maintenant le sont. Les infos à récupérer auprès des parents, c'est d'abord le nombre de débiteurs de frais, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'il faudra 1 ou 2 attestations? On ne peut pas en faire plus, c'est 1 ou 2. Deuxième information, alors je vois plein de choses qui s'inquiètent sur Proeco 5, etc. Ne vous inquiétez pas, tout ça va être expliqué là. Alors, deuxième information nécessaire, ce sont les coordonnées des débiteurs de frais. Il faut s'assurer que vous ayez le nom et l'adresse. S'il faut 2 attestations des 2 parents, s'il n'en faut qu'une, du parent au nom de laquelle il faut la faire. Plus compliqué, parce que ça, normalement, vous avez déjà, il faut avoir le numéro national de ces débiteurs de frais. On vous l'avait dit l'année passée, on vous l'a répété à la rentrée cette année-ci. Donc, j'espère que certaines écoles avaient déjà fait cette collecte des numéros nationaux des parents. Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment une information que vous devez récupérer ici de façon assez urgente. Dernière information à récupérer auprès des parents, c'est éventuellement, s'ils ont demandé 2 attestations et qu'ils veulent une autre répartition que 50-50, il faut qu'ils vous le disent. Alors pour cette année-ci, où il faut aller chercher ces informations auprès de tous les parents en une fois, on vous a proposé, il était déjà dans la note que vous avez reçue il y a quelques semaines au moment de vous inscrire pour ce webinaire, il y avait un modèle de document à adapter à votre école, mettre les logos, choisir la manière dont le parent vous communique ça en papier, en mail, en Google Form, enfin, la manière dont vous le souhaitez. Il y avait donc une proposition de document pour recueillir toutes ces infos pour la prochaine rentrée scolaire.
L'idéal, évidemment, c'est de faire comme vous le faites sans doute à la rentrée, vous communiquez aux parents les infos qui sont actuellement dans votre Proeco, les données que vous avez, et vous demandez aux parents de corriger leurs adresses, leur numéro de téléphone, leur mail, et cetera. Eh bien, Proeco vous proposera un deuxième document dans lequel il y aura, entre guillemets, les informations liées à ces attestations fiscales. Celles qui sont encodées, que vous allez encoder maintenant, pour la prochaine rentrée, vous allez les donner aux parents et demander si c'est toujours bien juste. On ne sait jamais, en 8 mois, il peut y avoir des changements de situation familiale qui font que on a une autre demande. Alors, ça, c'est toutes les données qu'il faut récupérer. Autre chose concernant le nombre, enfin les nouveautés ou les choses un peu indispensables qui jusqu'ici étaient moins problématiques, il faut indiquer sur ces attestations d'office le nombre de jours de garde. Il fallait aussi, il y a une autre règle qui dit qu'il faut mettre le montant journalier. Quand on dépasse un certain montant, qui est au-delà de 14 € par jour, et dans nos écoles, on s'est rendu compte que ça n'arrivait pas, donc c'est moins problématique. Par contre, le nombre de jours de garde doit être indiqué. Alors, par défaut, Proeco a cherché un système parce que pour pouvoir mettre le jour exact, le nombre de jours exact où chaque enfant était là, il faudrait que vous puissiez aller encoder pour chaque enfant le nombre de présences, alors qu'a priori, vous n'encodez pas vos présences en garderie dans Proeco. Et donc, la situation choisie a été pour le moment que Proeco y met tous les jours ouvrables scolaires de l'année civile. Donc, si on est en 2023, il a pris du 1er janvier 2023 au 30 décembre 2023 tous les jours scolaires. À vous de voir par la suite s'il y a des choses qui devraient être modifiées parce que incorrectes. En tous les cas, surtout, ce que nous, on vous invite à faire, c'est, Katia vous parlera tout à l'heure des vérifications automatiques et des vérifications manuelles. On va vous inviter à aller regarder quand vous générez vos attestations s'il n'y a pas des choses complètement, entre guillemets, fantaisistes. Exemple, je fais une attestation fiscale pour 12 € et il est marqué qu'il y a eu 180 jours de garde. Ça fait vraiment pas cher la journée de garde d'enfant. Et donc, pour ces attestations-là, ça vaudra peut-être la peine d'aller manuellement modifier le nombre de jours. Imaginons que c'est un enfant qui d'habitude ne reste jamais à la garderie et il se fait qu'il est resté une fois. On ne va pas lui mettre 180 jours de garde. Voilà. Donc, nous, ce qu'on vous suggère, quand les attestations seront générées, c'est de les parcourir et d'éventuellement modifier manuellement ce qui doit l'être. Ça concerne les jours de garde, mais ça concernera aussi peut-être des personnes qui ne doivent pas avoir d'attestation parce qu'il vous manque les données et il vous manque les données pour la compléter. Donc, ça ne sert à rien de courir derrière si en plus vous savez que c'est quelqu'un à qui il ne faut pas faire d'attestation. Peut-être que vous aurez des changements à faire parce que des montants n'ont pas été entièrement payés et que vous direz, tiens, je ne vais pas aller déclarer qu'il m'a payé 342 € si en fait il en a payé 180, des choses comme ça. Donc ça, c'est des corrections qu'on pourra faire manuellement par la suite. Alors la dernière chose qui est fort importante parce qu'elle change beaucoup, ce sont les délais. Auparavant, je vais dire qu'on était relativement cool puisqu'on distribuait les attestations papier finalement jusqu'à la fin du mois de juin, puisque les gens devaient rendre leurs déclarations fiscales fin juin, début juillet. On pouvait prendre le temps. Dorénavant, le fichier électronique doit être déposé avant le 1er mars. Et je me permets simplement d'ajouter que cette année, le congé de détente, congé de carnaval, démarre le 24 février. Raison pour laquelle nous vous faisons une proposition, et il était déjà dans la note il y a 3 semaines, une proposition de calendrier d'action. C'est une proposition. Si vous ne souhaitez pas agir de cette façon-là, c'est tout à fait libre à vous. Mais parmi la proposition, il y a certaines dates qui s'imposent à vous. D'autres, c'est nous qui vous les suggérons.
Donc quand on a sorti la note il y a 3 semaines, on vous a suggéré que durant le mois de décembre, vous soyez dans la phase de récupération des données auprès des parents via le document, dont vous avez reçu un modèle. Au fur et à mesure que vous récupérez ces informations et en tout cas, on va dire au plus tard pour la mi-janvier, beh, il y a ce travail d'encodage dans Proeco, des numéros NIS des parents s'ils n'y sont pas encore, le fait qu'éventuellement il y aurait 2 débiteurs de frais pour l'enfant et le fait qu'éventuellement ce ne serait pas 50-50 la répartition. Alors, nous vous suggérons, quand le comptage du 15 janvier sera terminé, que vous avez fini, que vous êtes passé dans le ciel et que cette étape-là est sortie de votre tête, de commencer le travail de génération des attestations fiscales à partir de Proeco. Pourquoi est-ce qu'on vous propose de commencer ça mi-janvier alors que je vous ai dit qu'il faudrait les déposer pour fin février? C'est parce que on se doute, c'est la première fois qu'on doit le faire, qu'il va y avoir des erreurs qui pourraient apparaître, qui vont nécessiter des allers-retours parce que peut-être c'est une erreur d'encodage et je vais devoir retourner voir la feuille que le parent m'a rendue, ou bien je vais me rendre compte que j'ai encodé ce que le parent avait écrit, mais c'est le parent qui s'est trompé, donc peut-être je vais devoir retourner vers les parents. Donc, on sait qu'on va avoir des allers-retours, puisqu'il y aura, vous connaissez sur Proeco des messages qui vous indiquent si on détecte des erreurs et donc voilà. Donc on vous invite à démarrer le travail dès que possible. Avant le 1er mars, je vous l'ai dit, c'est le dépôt du fichier électronique sur la plateforme Belcotax OnWeb. Au moment où vous allez déposer votre fichier, vous allez recevoir un premier accusé de réception, entre guillemets, automatique. Et puis dans les jours qui suivent, vous allez recevoir une validation de vos données si elles sont correctes, voire éventuellement le SPF Finance qui revient vers vous en disant il y a une correction à faire parce que peut-être le SPF Finance va déceler des anomalies supplémentaires. Et ce n'est que quand vous aurez reçu la validation définitive de votre fichier électronique, c'est-à-dire que le SPF Finance vous a dit OK, on a reçu votre fichier et OK, il n'y a plus d'erreur dedans, qu'alors on va vous inviter à imprimer les attestations papier et les distribuer aux parents. Il est important de continuer à les donner puisque le parent doit pouvoir quelque part vérifier avec le papier que vous lui donnez que quand il regarde sa déclaration fiscale où il y a un montant qui vient se mettre automatiquement, que ça correspond et qu'il puisse se dire OK, c'est bien ce que l'école avait donné comme info. Alors, quelques questions qui nous sont déjà remontées. Je sais qu'il y en a tout plein qui passent dans le chat. Je remercie Laurent pour tout ce qu'il arrive déjà à répondre en direct. Alors, première question qui est déjà venue très souvent, c'est quid si le parent n'a pas de numéro national? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, c'est une question qui nous est remontée soit via les écoles qui sont enfin, ce que j'appelle transfrontalières, qui sont des écoles à la frontière et donc qui ont des parents qui résident parfois à l'étranger et des enfants qui sont étrangers, etc. Vous avez aussi n'importe où dans le pays, vous accueillez des enfants qui ne sont pas de nationalité belge, voire des enfants qui sont réfugiés, qui sont sans papier, qui n'ont pas. Donc, concrètement, pour les transfrontaliers, et la réponse qu'on a reçue de l'administration pour les transfrontaliers nous a permis après de comprendre pas mal de choses. En fait, il faut voir avec le parent. Si le parent est soumis à l'impôt des revenus en Belgique, c'est-à-dire qu'il a des revenus de nature belge à déclarer, et alors il est imposé et il a ce qu'on appelle un numéro national bis qui se trouve sur sa fiche de paye ou sur sa déclaration fiscale s'il a déjà fait les années précédentes des déclarations fiscales. Et c'est ce numéro-là que vous allez encoder à la place du numéro NIS et qui apparaîtra sur l'attestation. S'il n'y a pas de revenus à déclarer de source belge, il n'y a pas lieu de fournir une attestation puisqu'ils ne sont pas imposés en Belgique, il n'y aura pas de déduction fiscale. Alors, on peut aussi avoir des parents qui sont étrangers et qui n'ont pas de numéro national, mais peut-être un numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. Ça marche aussi. On peut renseigner celui-là. Alors après, il y a la situation des migrants qui sont en situation irrégulière. Par définition, ils ne sont pas imposés. Par définition, il n'y a pas lieu de leur faire une attestation fiscale. Donc, pas de panique si on n'a pas de numéro NIS.
pour ces personnes-là. Alors entre-temps, ça ne figure pas sur le PowerPoint, mais une question qui nous est remontée, c'était: quid des enfants de diplomates? Eh bien, les diplomates sont exonérés de l'impôt sur les revenus. Donc on revient à la même chose que ce que je viens de dire. Puisqu'il n'y a pas de déduction fiscale, ben, il n'y a pas besoin de faire d'attestation. Donc on ne fait pas d'attestation pour les enfants de diplomates. Et le système est le même pour les fonctionnaires européens. Donc si vous avez des enfants de fonctionnaires européens, on est dans le même cas. Et également les fonctionnaires dits internationaux. Je pense par exemple aux fonctionnaires de l'OTAN, hein, les écoles qui sont pas loin du CHEP. Ben, voilà, les parents sont aussi exonérés d'impôts en Belgique et donc pas besoin d'attestation puisqu'ils sont imposés d'une autre manière. Donc quelque part, si on ne vous communique pas de numéro NIS, qu'on vient, etc., la question à se poser, c'est: est-ce qu'il y a des... tu as enlevé tout. Excusez-moi, mais voilà, il va revenir. Non. Attendez, je dois relancer mon partage. Excusez-moi une minute. Il n'y a pas de souci, ne t'en fais pas. Attendez, hein, je suis là. Par contre, je vais essayer de retrouver à quel dia je me trouvais. Voilà, je profite de la petite pause. Je vois qu'il y a pas mal de questions par rapport aux documents qui ont été transmis. Et donc, effectivement, je vois qu'il y a pas mal de secrétariats présents. Je les remercie d'être là aujourd'hui. Donc, on déposera le document dans la conversation. Je pense que ce sera plus facile parce qu'autrement, je vais devoir récolter l'ensemble des mails et on peut voir aussi pour retransmettre ce document aux directions. Donc, vous aurez bien sûr les documents si vous en avez besoin. Et je crois que tout est revenu à la normale. Voilà, donc de façon générale, soyons donc sur cette question. Si un parent, enfin, si vous ne récupérez pas de numéro NIS parce qu'un parent n'a pas de numéro NIS, ben, la question à se poser avant je vais dire, de courir derrière beaucoup, c'est de se dire: est-ce que ce parent est dans une situation d'être imposé, c'est-à-dire est-ce qu'il a des revenus de source belge? S'il travaille à l'étranger, ben, on n'est plus dans le cas, donc on peut déjà passer. Alors, autre question qui revient assez souvent: quid si les parents n'ont pas payé les factures? Alors, si rien n'a été payé de toute l'année 2023 comme frais de garde, ben, on ne fait pas de déclaration pour le moment. Et il existe une possibilité d'aller modifier la déclaration sur Belco Tax on Web pendant 3 ans. Donc, si jamais, par bonheur, votre parent mauvais payeur devenait un bon payeur et venait vous payer en 2024 ou en 2025, mais vous pourrez retourner en arrière, aller modifier la déclaration et lui faire une attestation. Alors, là où j'attire l'attention, c'est qu'on avait une certaine pratique, je vais dire, dans beaucoup d'écoles, qui allait un peu de soi, qui était de temps qu'on avait des attestations papier, on faisait un peu de la rétention d'attestations. Si les parents n'avaient pas tout payé, on gardait le papier en leur disant: ben, quand vous aurez payé, je vous donnerai le papier. Ici, on ne peut pas faire une rétention entre guillemets de toute l'attestation et ne rien déclarer si c'est finalement uniquement la dernière ou l'avant-dernière facture qui n'a pas été payée. On doit quand même déclarer ce qui a été payé en 2023. Alors, la difficulté, on la connaît et c'est pas nouveau. Cette difficulté-là, elle est là depuis toujours. L'attestation, on dit que normalement l'attestation, elle donne les montants qui ont été payés en 2023. La difficulté, c'est que parmi vous, il y a des écoles qui utilisent Conteco et donc qui font revenir les paiements dans Proeco et d'autres pas. Proeco, pour finalement arriver à sortir ces attestations de garderie, ben, se base sur ce qui a été facturé, avec toujours une possibilité de modifier manuellement. Alors, le cas particulier des montants liés au mois de décembre, c'est quoi? Eh bien, si les montants ont été facturés en décembre, mais payés par les parents en janvier, dans l'état actuel du système, ça ira sur la déclaration 2023 parce que ça a été facturé en 2023. C'est donc pas tout à fait parfait
au sens où l'entend le SP Finance, mais jusqu'ici, on n'a pas d'autre système et ça fait depuis toujours qu'on a fonctionné comme ça et ça tient la route parce que quelque part, vous ne le redéclarerez pas en 2024, donc les gens ne vont pas déduire 2 années de suite. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer manuellement et retirer ce qui aurait été payé en 2024, mais alors il ne faudra pas oublier d'aller le rajouter début 2025 sur la prochaine attestation. C'est peut-être beaucoup de modifications manuelles. Autre cas de figure, si jamais la facture du mois de décembre, les garderies du mois de décembre, vous les facturez en fait en janvier parce que vous faites ça au retour des vacances, etc. Que c'est facturé en janvier et payé en janvier, ben alors ça ira sur l'attestation 2024. Et donc si les parents vous disent mais qu'est-ce qui se passe, ben, pas de panique, ça ira sur l'attestation 2024. Et même si les enfants quittent l'école, les attestations seront générées et vous pourrez les faire parvenir aux parents l'année suivante. Alors, une grande inquiétude, et c'est normal parce que c'est déjà beaucoup de travail et on se rend bien compte que s'il faut commencer à courir, courir, courir pour récupérer les données, comment on va s'en sortir? Donc la question c'est, quid si les parents ne donnent pas les infos dont on a besoin, le numéro NIS, etc. Le SP Finance, dans sa FAQ, est très clair. Si les parents ne donnent pas les infos, il n'y a pas d'attestation. D'accord? Donc, le SP Finance dit bien que l'opérateur de garde n'est pas responsable si la déclaration est impossible à faire par manque d'information. Donc, si l'école a demandé les infos, hein, il ne faut quand même pas faire les morts et ne rien demander et puis dire ah mais j'ai pas pu faire. Non, il faut que l'école ait demandé les informations via un tout cartable, via un mail, via votre application, je ne sais pas moi, Questy, Smart School, enfin ce que vous avez. Si vous pouvez quelque part apporter la preuve que vous avez fait la demande des informations, si vous ne les recevez pas, mais derrière, il n'y aura pas d'attestation fiscale et on ne pourra pas, le parent ne pourra pas venir vous le reprocher s'il n'a pas rendu les infos pour la date que vous aurez fixée. Et donc, c'est ça qui est important, c'est quand vous allez communiquer pour récupérer les informations, pensez bien à dire: «Nous avons besoin de recevoir ces informations pour telle date» et prévenez vos parents. Je pense qu'il faut être clair avec eux. Si nous n'avons pas les informations pour telle date, il ne sera pas possible de faire une attestation fiscale et après, c'est aux parents à prendre ses responsabilités de répondre ou pas. Alors selon votre situation, votre possibilité d'école, il y a des écoles où il y a des secrétaires, des écoles où il y en a pas. Il y a des écoles où il y a 100 élèves, il y a des écoles où il y en a 500. Les réalités vont être fort différentes. Si vous ne recevez pas des infos dont vous avez besoin, beh, si vous avez la possibilité de faire un petit rappel, bien sûr que ce serait bien pour essayer de récupérer un maximum des infos, mais voilà, il y a un moment où à l'impossible nul n'est tenu. Si les parents ne vous répondent pas, ben, à un moment, vous les enlèverez. Vous verrez que Katia vous expliquera qu'il y a une manière de mettre entre guillemets «en suspens» l'attestation pour dire: «Beh, je ne sais pas la faire parce qu'il me manque des infos», pour pas que cette information manquante bloque l'entièreté de votre fichier. Dernière question, l'attestation papier est-elle encore obligatoire? Je vous l'ai dit, je redis, oui, même si elle n'a plus vraiment d'usage, sauf en cas de recours, puisque le parent doit vérifier si ce qui est dans sa déclaration fiscale correspond à l'attestation que vous lui fournissez. Je vais donc passer maintenant la parole à Katia. Je vais arrêter mon partage pour qu'elle puisse partager la suite du PowerPoint. Et donc, Katia va vraiment vous détailler les tâches à accomplir avec l'aide de Proeco pour faire tout ça. Bien, bonjour à tous, je m'appelle Katia Vandenborg, je suis responsable régulatoire et métier au sein de Scolares. Comme vous le savez, Scolares a suivi le dossier de prêt avec le CEGEC et a fait de nombreux développements pour vous aider à affronter cette nouvelle législation, ces nouvelles obligations de dépôt électronique. Ma présentation va se structurer en 2 parties. Dans un premier temps, je vais vous présenter sur base du PowerPoint, les différentes étapes, les différentes démarches à faire dans Proeco 5. Il faut savoir que, ce webinaire est un premier volet. Nous prévoyons un deuxième volet de webinaire en janvier. Oriane vous en parlera tout à l'heure et donc ma présentation va se focaliser sur ce qui est véritablement important
maintenant, c'est-à-dire les encodages de données pour l'essentiel, mais je vais vous expliquer l'ensemble, la philosophie des démarches générales. Alors, je vais vous partager notre présentation. Voilà, j'espère que c'est bien visible pour tout le monde. Donc concrètement, comment on va procéder dans Proeco 5? On peut découper l'ensemble des démarches en 5 grandes étapes. Heu, la première que j'ai bien mise en jaune, est celle sur laquelle je vais me focaliser aujourd'hui. Donc il s'agit d'encoder et de vérifier des données qui vont servir pour les attestations électroniques et papier. La deuxième étape, il s'agira de générer les attestations à proprement parler au brouillon. Dans un troisième temps, il faudra vérifier ces attestations qui ont été générées sur la base de vos encodages notamment. Ensuite, dans un quatrième temps, il faudra générer ce fameux fichier électronique pour le dépôt sur la plateforme de Belcotax on Web. Et enfin, idéalement, imprimer par la suite les attestations officielles papier qui devront donc bien correspondre à ce fichier électronique. Alors, concentrons-nous d'abord sur cette première étape qui est la plus importante maintenant en décembre et en janvier. Encoder et vérifier les données des attestations. Et ici, vous voyez lister l'ensemble des données qui sont nécessaires pour préparer des attestations de garderie, c'est-à-dire les coordonnées de l'école, celles de la direction, une personne de contact pour le SPF Finance, les coordonnées de l'élève, les coordonnées du débiteur de frais ou des débiteurs de frais, et enfin les frais de garde à proprement parler. Je vais détailler tout ça dans un instant. Alors, quand on parle des coordonnées de l'école, je pense que celles-ci vous sont tout à fait familières puisque sur la première page de l'attestation 281.86, vous aviez déjà dans l'en-tête vos coordonnées de l'école en tant qu'organisme de garde. Il y a juste un élément qu'on a sans doute négligé dans le passé, c'est le numéro BCE, le numéro d'entreprise, puisqu'il était facultatif tant que la génération de l'attestation se limitait au papier. Maintenant, dans le cadre de l'envoi électronique, ce numéro d'entreprise est absolument obligatoire. Il n'y aura pas de dépôt et d'acceptation de ce fichier électronique sans ce numéro d'entreprise, qui est en fait le numéro d'entreprise de la SBL, donc du pouvoir organisateur. J'ai mis une capture d'écran ici. Heu, je vous montrerai concrètement dans la deuxième partie de ma présentation, comment faire ces encodages. Ensuite, en ce qui concerne les coordonnées de la direction, je pense que cet onglet direction mandataire que vous trouvez dans le module école vous est assez familier, puisque normalement vous y avez encodé un mandat de direction qui vous sert notamment à, indiquer, les coordonnées de la direction dans les documents officiels que vous envoyez à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc je pense que c'est pas quelque chose, de nouveau pour vous, mais ça vaudra quand même la peine de vérifier si ce mandat est bien encodé, s'il est attribué à la bonne personne, si vous avez bien signalé que la fonction de cette personne était direction, directeur, directrice, ça c'est à au choix, puisque cette fonction figure comme qualité en bas du document de l'attestation de garderie. Et vous pouvez éventuellement charger une photo de la signature électronique. Mais ça, évidemment, c'est pour la version papier. Alors, une nouveauté, c'est la personne de contact pour le SPF Finance. Ceci ne sert que à l'envoi électronique des attestations de garderie. Ça ne figure pas sur les documents papier. Donc, cet encodage que vous allez effectuer également sous l'onglet direction mandataire, donc au même titre que vous avez la direction, les mandataires PO, les éventuels expéditeurs de mail, eh bien, nous allons ajouter un nouveau mandat pour ce contact pour le SPF Finance. Il s'agit d'une personne qui est susceptible d'être contactée par le SPF Finance dans le cadre de cet envoi électronique. Donc, c'est-à-dire une personne qui est
consciente du contenu de ce fichier électronique au sein de l'école et qui peut donc être joignable dans les mois qui suivent, puisque vous allez faire vos envois avant le 1er mars 2023. Ces fichiers vont être traités par le SPF Finance dans les mois qui suivent. Et s'il y a un problème potentiel de données dans ce fichier électronique, eh bien, le SPF Finance est susceptible de revenir vers cette personne-là. Voilà, donc il faut réfléchir à qui indiquer au sein de l'école, éventuellement en direction, ou la personne du secrétariat qui est responsable des attestations de garderie. Ça, c'est à vous de juger. Pour les coordonnées de l'élève, là, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème, d'autant que ces préparations des attestations de garderie suivent le comptage du 15 janvier. Donc, je pense que vos données seront très complètes. L'élément le plus important pour les élèves, eh bien, ce sera le numéro de registre national ou registre national bis dans certains cas. Celui-là doit être, s'il n'est pas présent, votre fichier électronique ne sera pas valide. En ce qui concerne les coordonnées du ou des débiteurs de frais de garde, vous avez un encodage en 3 parties. Il faut d'abord que cette personne figure parmi la famille de l'enfant et que ces données soient bien complètes, son nom, son prénom, son numéro de registre national ainsi que son adresse. Si cette personne est dans la famille, on peut ensuite lui assigner une autorisation de débiteur de frais pour signaler que cette personne est effectivement débitrice des frais de garde. Nous ne l'avons pas encore signalé, mais vous pouvez déjà encoder 2 débiteurs de frais dans Proeco 5. Jusque l'année passée, il n'était possible que de n'en encoder qu'un seul. Après avoir encodé ce débiteur ou ces 2 débiteurs de frais, plus que 2, ce ne sera pas possible, eh bien, vous pouvez éventuellement spécifier dans les cas particuliers où il y a 2 débiteurs de frais et que cette répartition n'est pas de 50-50, vous pourrez signaler une différence de pourcentage au niveau des infos financières. Je vous montrerai plus tard comment ça se présente, mais vous voyez déjà des captures d'écran où vous avez au niveau de la famille un papa qui s'appelle Maël Attan. Il a une autorisation de débiteur de frais. Et ici, nous avons un exemple, l'exemple le plus courant, où il n'y a qu'un seul débiteur de frais. Et donc, dans les informations financières, il figure comme étant débiteur à 100%. Si le débiteur de frais a été encodé dans Proeco 5, il est repris sur le document de l'attestation de garderie et dans le fichier XML où il doit absolument avoir un numéro de registre national. Donc, l'organisme de garde doit avoir un numéro d'entreprise, l'enfant doit avoir un numéro national et le débiteur de frais également. Si 2 débiteurs de frais ont été encodés, eh bien, les frais de garde vont être répartis sur 2 attestations papier et 2 attestations dans le fichier électronique. Donc, une attestation par débiteur de frais. Pour les données suivantes, eh bien, ce sont les frais de garde à proprement parler, les plus importantes de l'attestation. Eh bien, là, on est à cheval entre deux étapes. C'est à la fois conditionné par vos encodages, mais ce sont des données qui sont calculées par le logiciel. Alors, qu'entend-on par les données des frais de garde? Eh bien, c'est la période, tout d'abord. La période de garde, de quelle date à quelle date l'enfant a été gardé, le nombre de jours de garde et le montant des frais de garde. Ici, je vous remets le schéma pour vous montrer qu'ici, on est vraiment à cheval entre 2 étapes. En effet, il va falloir générer les attestations au brouillon. Qu'est-ce qu'on entend par générer les attestations au brouillon? Bien, vous avez tous vos encodages, vous avez vos factures dans Proeco 5, vous avez encodé toutes les données que je viens de mentionner. Eh bien, vous allez lancer un calcul. Vous allez dire au logiciel, vas-y, génère-moi mes attestations de garderie. Il va reprendre toutes ces informations, les informations de frais de garde facturés et tous vos encodages, donc un débiteur, 2 débiteurs, et il va faire le calcul qui va permettre de générer ces attestations au brouillon. Cette génération, elle est extrêmement lourde. Elle va impliquer énormément de calculs. Vous avez énormément de garderies dans les écoles. Et en plus, si vous multipliez par le nombre de débiteurs, ça va donner énormément d'informations à calculer. Ce calcul qui est lourd, il vaut mieux le lancer
à partir du moment où l'année fiscale est terminée, ou du moins que vous êtes sûr que la dernière facture de l'année fiscale a été émise à partir de Proeco 5, mais aussi que vos encodages sont terminés ou que le gros de vos encodages a été effectué, puisque les calculs vont également dépendre du nombre de débiteurs de frais. Je vais vous le montrer tout de suite, mais pour la génération des attestations de garderie dans Proeco 5, c'est en fait très simple. Vous avez un nouveau module, qui est le module des attestations fiscales. Vous irez dans ce module et vous aurez un bouton générer les attestations. Là, vous verrez que c'est quelque chose de long, de lourd. Et à l'issue de cette génération, eh bien, vous aurez toutes les informations des attestations de garderie qui vont apparaître dans ce module d'attestation fiscale. Qu'est-ce qui va apparaître? Eh bien, il va apparaître tout d'abord le montant des frais de garde. À combien pour combien d'euros la garderie a été facturée pour cet élève? Combien de frais de garde ont été facturés à cet élève durant l'année fiscale? Donc forcément, 2 années scolaires sont prises en compte, puisque l'année fiscale 2023 est à cheval sur l'année 22-23 et 23-24. Attention, si il y a eu des garderies ici maintenant en décembre 2023, mais que vous les facturez en 2024, ce qui est le plus courant, eh bien, ces informations de garderie ne seront pas reprises dans l'attestation fiscale de 2023. Qu'est-ce qu'on entend par frais de garderie? Eh bien, ce sont des articles qui ont été, qui relèvent de cette catégorie des frais de garde, qui sont des catégories déductibles fiscalement. Ce sont les activités facultatives, celles qui commencent par B2 dans la nomenclature. Ce sont les plus courantes, les C2, l'accueil extrascolaire en général, et enfin les stages et activités parascolaires, les C3. Ça veut dire que si des articles relevant de frais de garderie n'ont pas été facturés dans ces catégories-là, ils ne seront pas reprises dans l'attestation de garderie calculée par Proeco 5 lors de la génération des attestations. Alors, vous avez un moyen de corriger ça, puisque vous verrez, le montant des frais de garde est modifiable dans le module attestation fiscale. Autre information, c'est la période. Alors, avant, dans Proeco, vous aviez le choix entre la période de juin, la période de septembre, où vous pouviez prendre une année complète. Pour simplifier, puisque ici, nous avons quand même une multiplication de procédures nouvelles, il n'y a plus de choix de période. Vous n'aurez plus que des attestations qui font toute l'année fiscale. Mais tout en prenant toute l'année fiscale, ces attestations tiendront bien compte des dates d'entrée et de sortie des élèves. Donc, si un enfant est entré en première maternelle ici à la fin du mois d'août, bien le nombre de jours va bien tenir compte de son entrée dans l'école, ne va pas compter les jours qui précèdent. Ça ne va pas être le nombre de jours de toute l'année pour autant. Voilà. Ce nombre de jours qui figure dans le bas de la présentation, il est donc calculé sur le nombre de jours ouvrables scolaires dans la période considérée, donc dans l'année fiscale. Donc attention, ce nombre de jours qui est calculé par défaut n'est pas en lien avec les garderies qui ont été facturées. C'est donc c'est une moyenne. Si vous avez des surveillances du temps de midi quotidiennes, ce sera à peu près correct. Si un enfant vient bien moins souvent à la garderie, bien vous pourrez éventuellement, si nécessaire, modifier ce nombre de jours dans le module attestation fiscale. Que se passe-t-il dans toutes ces données qui sont liées aux frais de garde quand il y a 2 débiteurs de frais? Alors le montant est divisé par 2 par défaut ou divisé suivant le pourcentage qui sera encodé dans Proeco 5. La période, elle reste inchangée, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de jours, lui, sera aussi divisé conformément au pourcentage encodé. Je vais évoquer les étapes suivantes très brièvement, mais elles seront plus détaillées dans notre prochain webinaire. Donc la 3e étape, c'est vraiment vérifier et éventuellement corriger ces attestations, puisque dans le module attestation fiscale, vous verrez toutes les attestations qui ont été générées et toutes les informations liées à celles-ci. Vous aurez la possibilité de les vérifier automatiquement
vous aurez un bouton, le bouton en fait qui sert à générer les attestations, sert aussi à les vérifier, à vérifier la cohérence de données, à vous indiquer qu'il manque un numéro de registre national, qu'il manque un débiteur de frais, un ensemble d'éléments qui sont obligatoires pour la génération du fichier électronique. Mais il faudra quand même faire des vérifications manuelles. Vérifier que le débiteur de frais encodé est bien le bon, que le montant déductible est correct. Vous aurez dans ce module attestation fiscale le solde de l'élève. Si vous voyez que c'est une famille qui n'a pas payé, qui a payé très peu de factures, vous pourrez éventuellement réduire ce nombre. Idem pour le nombre de jours de garde s'il n'est pas cohérent. Pour l'attestation, l'étape suivante, ce sera la génération du fichier électronique. Cette génération ne sera possible qu'à partir du moment où il n'y aura plus d'erreur de cohérence. Donc, dans les vérifications automatiques, il n'y aura plus d'erreur détectée par Proeco 5. À ce moment-là, si Proeco 5 ne détecte plus d'erreur, eh bien, vous pourrez générer votre fichier électronique. Tant qu'il y en aura, vous ne pourrez pas le générer. Mais attention, de nouveau, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'erreur détectée par Proeco 5 que tout est correct. Donc, il faudra quand même bien vérifier minutieusement les informations. À ce moment-là, bon, Proeco 5 va générer un fichier XML zippé dans un dossier compressé qui va lui devoir être, vous allez devoir l'enregistrer et le charger ensuite sur la plateforme de Belcotax OnWeb. Attention, il faut peut-être vous renseigner au sein de votre PO pour voir qui a les droits d'accès à la plateforme Belcotax OnWeb, parce que ce n'est pas nécessairement la direction. Là, peut-être ça vaut la peine d'anticiper sur ce point. Alors, je n'ai pas mentionné ici l'étape 5 qui consiste à imprimer les attestations officielles a posteriori. On en reparlera la prochaine fois, mais on conseille donc de le faire bien après l'envoi électronique et la validation par le SPF Finance de votre fichier. Un petit point avant la démonstration, si j'ai encore le temps d'en faire une petite. Alors, les écoles migrées dans Proeco 5 en 2023, elles sont assez nombreuses. Et donc, c'est un cas malgré tout particulier puisque les données des attestations sont dans Proeco 4, mais c'est Proeco 5 qui est à jour par rapport à la nouvelle législation. Donc, face à cette situation, un sondage a été envoyé aux écoles concernées pour, en tout cas, voir se dégager les principales tendances et du coup élaborer une marche à suivre adaptée à la situation réelle des écoles. Il apparaît que plus de 50% des écoles n'ont pas encore généré leurs attestations de 2023 dans Proeco 4 et qu'un tiers a probablement généré ces attestations avant la migration avec une petite incertitude. Est-ce qu'elles les ont bien générées pour 2023 ou pour 2022? Donc ça, c'est une incertitude. Et certaines ont généré leurs attestations après la migration dans le Proeco de copie. Donc, quelle est la solution qui a été élaborée et qui va donc vous être proposée? C'est un export des données de Proeco 4 en Excel. Vous allez pouvoir exporter les attestations que vous aurez générées ou bien juste les montants calculés dans Proeco 4 si vous n'avez pas généré ces attestations. Et vous aurez une possibilité d'importer ces informations dans Proeco 5 et ce qui vous permettra en fait de gérer vraiment le fichier électronique, la vérification des attestations. Tout cela sera en fait centralisé dans Proeco 5 et vous n'aurez donc qu'un seul fichier XML global généré à partir de Proeco 5 à déposer sur Belcotax OnWeb. Voilà, donc là, ici, je vais terminer la première partie de ma présentation. Je vais maintenant vous montrer rapidement dans le logiciel comment effectuer toutes ces procédures. Alors, peut-être que je vais devoir relancer Proeco.
Oui, en Teams, c'est pas idéal. Je J'aimerais bien qu'il arrête de tourner. Je sais pas pourquoi il tourne. Ah voilà. Voilà. Bien, alors je vais rapidement, passer en revue les informations administratives que j'avais évoquées, donc les données de l'école notamment. Bon, tout ça, ça se passe, dans l'organisation école, où vous avez le module que vous connaissez bien, le module école, et dans votre école, eh bien, vous avez, les informations, les coordonnées de l'école tout d'abord. Alors en ce qui concerne le nom et l'adresse, qui figurent sous l'onglet établissement, ça vous ne vous en préoccupez pas, ce sont des informations qui sont issues d'un référentiel. Celle, que je vous avais mentionnée, qui est vraiment importante, c'est le numéro d'entreprise, qui est sous l'onglet pouvoir organisateur. Alors il faut savoir que les choses que je vous montre maintenant, seront mises à votre disposition normalement lundi, et vous aurez une information par newsletter, de la mise en production de cette nouvelle version. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas la même chose aujourd'hui dans votre ProEco 5. Donc sous l'onglet pouvoir organisateur, vous regardez bien la partie numéro d'entreprise, vous veillez à bien la compléter. Ensuite, vous allez sous l'onglet direction mandataire. Bien là, vous avez le mandat de direction. Vous vérifiez, les informations. Vous vérifiez notamment que, la fonction ici, vous voyez, direction est bien encodée. Éventuellement, vous chargez, votre signature qui, on le sait, figure en petit sur les documents. Mais bon, ça vous aide quand même à signer, vos attestations qui sont nombreuses. Pour le contact, du SPF Finance, ben, vous suffit d'ajouter un nouveau mandat, contact SPF Finance que vous voyez ici. Vous allez rechercher la personne, responsable par rapport au SPF Finance. Voilà, je pense que ce sont des manipulations que maintenant vous connaissez, très bien. Ça, c'est pour les informations administratives. Sinon, les autres informations se situent évidemment dans l'application élève. Alors, donc au niveau de la signalétique de l'élève, bon, ben c'est son nom, son prénom, sa date de naissance et son numéro de registre, national qui est ici. Je pense que ça, ce sont des informations que vous avez déjà et que vous maîtrisez très bien. Il faut une adresse, celle-ci aussi, je pense qu'il y aura pas de problème avec ceci. Plus délicat, ce sera le débiteur de frais qui doit donc être bien encodé dans la famille. Ici, j'ai le papa et la maman qui ont bien été encodés, et au niveau des autorisations, bah, ici, par exemple, je vois que, le papa est déjà, débiteur de frais. Eh bien, je peux, dire que la maman souhaite aussi être, débitrice de frais. Voilà. Alors vous avez une information, dans le bas de l'écran qui vous signale que le numéro national n'a pas encore été encodé. Il faut le faire. C'est pas bloquant, c'est juste une information pour, vous rappeler que cette information est obligatoire pour, pour justement les attestations de garderie. Heu, Évidemment, c'est dans la famille même que vous allez voir si toutes ces informations sont encodées. Le numéro national, l'adresse, le nom, le prénom, et cetera. Ça, c'est vraiment au niveau de la famille. Les autorisations, c'est juste l'autorisation, débiteur, de frais. J'en profite pour évoquer une petite, nouveauté, qu'on va communiquer également sur ce sujet. C'est qu'au niveau des autorisations maintenant, vous avez aussi la possibilité d'encoder en masse les autorisations. Heu, ah, je pensais qu'elle était disponible dans ma version, mais elle ne l'est pas. Ah voilà, on communiquera sur ce sujet-là. Vous aurez un bouton encoder et vous allez pouvoir dire: «Je souhaite encoder l'autorisation débiteur de frais», et dire: «Je veux l'attribuer à tous les papas, toutes les mamans», et cetera. Donc ça peut aussi vous aider, pour vos encodages. Je reviens sur mon élève. Alors j'avais mentionné les informations financières. Ici, comme nous avons 2 débiteurs de frais chez Accélère,
eh bien, les 2 débiteurs sont bien repris dans les informations financières. C'est le fait que leur nom apparaisse vous permet de vous rendre compte qu'ils ont bien encodé et alors par défaut, ils sont à 50 et le premier est modifiable. Donc si je peux tout à fait mettre, 40 chez le premier et alors le pourcentage du second s'adapte en fonction de ce que vous avez encodé au-dessus. Ça, c'est pour éviter les erreurs. Voilà, donc ça, je pense, c'est une partie que vous connaissez bien. La nouveauté, c'est vraiment c'est ce deuxième débiteur de frais et ce pourcentage. Mais alors la grosse nouveauté à laquelle vous n'êtes pas tous habitués, certains, ont déjà un petit peu, expérimenté lors du mois de février-mars, lorsqu'on a lancé une phase pilote pour ces attestations fiscales, eh bien, il y a un module attestation fiscale. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais tout au-dessus dans l'application élève, vous avez des onglets dans la partie supérieure. La plupart du temps, vous restez sous l'onglet fiche élève et vous avez un onglet gestion des frais. Et là, vous avez un bouton du module attestation fiscale. Et donc, ce module va regrouper l'ensemble des informations de vos attestations fiscales. Ici, j'ai déjà généré les attestations. Donc, cette deuxième étape que je mentionnais après les encodages, l'étape de génération des attestations au brouillon, se fait à l'aide de ce bouton générer les attestations, que je ne vais pas faire ici puisque c'est lourd à faire. Tous les enfants sont repris par ordre alphabétique. Dans la deuxième colonne, vous voyez le solde de l'élève. Ça, c'est pour vous aider à évaluer si le montant des frais de garde, enfin, si les garderies ont plus ou moins été payées, entre guillemets. Vous avez le débiteur de frais, mais donc si vous avez 2 débiteurs de frais, par exemple ici vous avez Maxence Adler, je clique dessus, vous avez 2 lignes puisqu'il y a 2 attestations parce qu'il y a 2 débiteurs de frais. Hem, alors, donc après le débiteur de frais, vous avez le pourcentage. Ici, voilà, tout n'est pas encore, les données ne sont pas encore à jour et ceci ne sera pas encore disponible lundi. Mais de toute manière, ce sont les encodages, qui prévalent maintenant, mais on vous les mettra à disposition le plus rapidement possible. Ensuite, vous avez le montant. Le montant, de l'attestation à proprement parler et puis le montant global. Donc le montant global, c'est le montant global des frais, facturés dans Proeco 5, calculé sur la base des articles, facturés et de là, eh bien, suivant le pourcentage, il peut y avoir, soit ils ont droit à 100 soit ils prennent 40, 50 et cetera. Le nombre de jours, bon, vous voyez que pour une année, fiscale complète, a priori, c'est 181 jours ouvrables, d'école et alors ce nombre est divisé, suivant les pourcentages. La date de l'attestation, son numéro et cetera et vous aurez aussi, encore il ne faut jamais oublier que vous avez des colonnes ici qui peuvent être utiles si vous avez besoin d'informations complémentaires pour aider dans vos vérifications des attestations de garderie. Vous voyez que ceci, c'est vraiment votre tableau qui va vous servir à vérifier manuellement vos attestations. Donc, ici, j'ai des débiteurs partout a priori, mais vous verrez tout de suite que si vous avez une case vide, bah, il manque le débiteur de frais. Et alors, à chaque fois que vous referez des encodages, vous pourrez relancer la vérification, la génération des attestations et dans la partie inférieure de l'écran, vous verrez des erreurs ou des avertissements s'afficher. Vous pourrez exporter ces messages d'erreur en Excel pour pouvoir les traiter plus facilement si vous le souhaitez. Alors, il faut savoir que ces différentes lignes, en fait, sont associées à des fiches, donc avec les données des attestations de garderie. Vous revoyez les informations que nous avons vues dans la colonne. 2 données sont modifiables, c'est le montant global, donc ce montant global de l'année et le nombre de jours, également. Si par exemple ici, heu, je je sais qu'en fait, elle n'est venue entre guillemets que 30 fois et non pas pardon. Voilà, je pourrais modifier le nombre de jours, idem pour le montant global et alors vous voyez ici une case en attente qu'on va peut-être renommer en suspens. Celle-ci, vous pourrez la cocher pour, que cette attestation ne figure pas, dans le fichier électronique que vous enverrez, au SPF Finance. Ça, c'est un moyen de «retenir» entre guillemets une attestation de garderie.
Voilà, je pense que pour ma part, j'ai terminé. Bon, je vais peut-être encore juste vous signaler qu'à côté du bouton génération attestation, vous avez le bouton, générer XML qui va vous servir donc à vraiment générer ce fichier XML et des boutons pour, les documents, les PDF au brouillon et les PDF, des attestations officielles. C'est aussi ici que vous aurez un bouton pour importer, les attestations de garderie de, Proeco 4. Voilà, donc ça c'est ce sont les manipulations principales que vous devrez faire pour bien préparer vos attestations de garderie à partir de Proeco 5. Voilà, je vais arrêter le partage et céder la parole à ma collègue Oriane. Voilà, voilà. Je reprends le partage juste pour vous proposer les toutes dernières DIA. On a vu donc qu'il y avait beaucoup de questions. Ne vous en faites pas. On va. Alors, je vais essayer de pouvoir aller beaucoup plus vite au bout, mais je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Comment est-ce que je pourrais aller plus vite? Donc, les questions qui ont été mises dans le chat, certaines, on y a répondu tout de suite, mais on vous reprendra ça de façon claire dans une FAQ. Puis il y a des questions qu'on n'a pas su traiter là. Voilà, j'en lis juste une comme ça. Maintenant, si 4 enfants, est-ce qu'on a une attestation pour chaque enfant? Oui, ben ça a toujours été comme ça, donc il n'y a pas de raison que ça change. Effectivement, ce sera 1 voire 2 attestations par enfant. Alors, Katia vous en a parlé et je vous tenais à vous donner déjà la date, ceux qui voudraient la bloquer dans leur agenda. Donc, on prévoit ici, Katia vous a exposé toutes les démarches à faire dans Proeco pour l'encodage. Vous avez vu que dans les étapes, il va y avoir la suite après, comment générer le fichier, comment aller le déposer, etc. Et ça fera l'objet d'un 2e webinaire que nous vous proposons le mardi 30 janvier de 15h à 16h30. Et on vous enverra le lien pour vous inscrire à ce 2e webinaire à la rentrée, parce que si on vous l'envoie trop vite, il va être perdu dans tous les mails et vous ne retrouverez plus fin janvier le lien. Donc, c'est à la rentrée que vous recevrez ce lien pour vous inscrire. Alors, les personnes, là j'ai un écho tout d'un coup qui arrive. Peut-être moi. C'est peut-être moi, Oriane, parce que je viens d'allumer mon micro. Je profite pour remercier l'ensemble des intervenants, hein. J'ai bien sûr Katia et Oriane qui ont présenté ici. Je remercie aussi Ercilia et Bruno qui ont répondu dans le chat, qui travaillent également chez Scolares. Donc c'est un vrai travail collaboratif ce soir. Merci beaucoup. Et donc, comme vous le voyez, au niveau des personnes ressources, ça va évidemment être très différent selon que votre souci se trouve du côté aspect encodage dans Proeco. Je n'arrive pas à trouver le bouton, la case où je dois cocher quelque chose. Ça, vous pouvez contacter le helpdesk de Scolares. Par contre, si vos questions touchent plutôt à je ne sais pas si je dois faire une attestation ou 2, pour quelle date, j'ai pas compris. Donc, ces aspects juridico et administratifs, ce sera de mon côté. Vous pouvez prendre contact par mail ou par téléphone. Voilà, et pour le reste, nous vous remercions pour votre attention. On sait que c'était très dense, que, soyons honnêtes, nous sommes messagers, pas vraiment d'une nouvelle très agréable à entendre, mais on travaille tous en collaboration pour que ce soit le plus fluide possible pour vous. Et que ça se passe. Alors, je vais dire que c'est cette année-ci que c'est le plus rude parce qu'effectivement, il y a un encodage pour l'ensemble des élèves à réaliser. Les années suivantes, c'est au moment de l'inscription de l'élève que vous recueillerez les informations et donc vous les placerez immédiatement dans Proeco et vous ne serez plus confronté à cette nécessité de tout encoder cette fois-ci. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je reprends vite fait la parole. Oriane, merci. Donc, je vois qu'il y a encore toute une série de questions. Donc, vous pouvez bien sûr les déposer dans le chat. On les copie et on les place dans un document. Comme l'a dit Oriane, comme on l'a déjà expliqué,
La fac sera mise à disposition, le PowerPoint, le webinaire en tant que tel. Alors, il sera envoyé aux directions d'école et les directions d'école pourront bien entendu les transmettre aux personnes qui n'auraient pas accès à l'extranet puisque ça pose souci. On l'a lu dans le chat. N'hésitez pas à encore poser vos questions. Si on sait y répondre directement, on y répondra.